La coquette. Retarder l'assouvissement du désir tout en gardant l'autre à sa merci. Voilà le summum de la séduction. Ainsi la coquette fait-elle avec maestria osciller sa victime entre espoir et frustration. Pour ferrer le poisson, elle fait miroiter toutes sortes d'appâts. Jouissance, bonheur, célébrité, pouvoir. Ces belles promesses ne sont jamais tenues, mais n'en conduisent pas moins sa proie à s'enferrer toujours davantage. La coquette n'a besoin de personne et elle le fait savoir. Ce narcissisme a un effet ravageur. On languit de la conquérir, mais c'est elle qui mène le jeu. Sa stratégie, ne jamais accorder une satisfaction totale. Comme la coquette, soufflez tantôt le chaud, tantôt le froid, et vous tiendrez vos soupirants enchaînés à vos pieds. La coquette aux deux visages. Pendant l'automne de 1795, Paris fut pris d'un étrange vertige. La terreur était finie, la guillotine au placard. La capitale respirait, les Parisiens se précipitaient en foule dans des soirées étourdissantes et d'interminables festivals. Le jeune Napoléon Bonaparte, alors âgé de 26 ans, faisait fi de ces mondanités. Il s'était fait la réputation d'un brillant et audacieux général qui avait contribué à écraser la rébellion dans les provinces. Mais son ambition était sans limite et il brûlait de faire de nouvelles conquêtes. Lorsque, au mois d'octobre, Joséphine de Beauharnais, veuve de 33 ans et de douteuse réputation, se présenta dans ses bureaux, Bonaparte fut subjugué. Originaire de la Martinique, Joséphine était parée d'un charme incroyablement exotique. Tout en elle évoquait la sensualité et les langueurs de l'amour. Elle passait cependant pour une femme perdue, or le timide Napoléon croyait au mariage. Pourtant, lorsque Joséphine l'invita à l'une de ses réceptions hebdomadaires, le jeune général accepta. Il s'y sentit comme un poisson hors de l'eau. Tous les grands esprits de la capitale étaient là, ainsi que les quelques nobles qui avaient échappé à la guillotine. Joséphine elle-même était vicomtesse et avait évité de peu l'exécution. Les femmes étaient éblouissantes, certaines d'ailleurs plus belles que leur hôtesse, mais l'assistance masculine n'avait Dieu que pour Joséphine, à la présence gracieuse et aux façons de reine. Plusieurs fois, elle quitta son groupe d'admirateurs pour venir retrouver Bonaparte. Rien n'aurait pu flatter davantage la vanité du jeune Corse. Il lui rendit quelques visites. Parfois, Joséphine ne daignait pas le recevoir, et Bonaparte repartait furieux. Mais le lendemain, elle lui écrivait une lettre enflammée, et il se précipitait chez elle. Il ne tarda pas à y passer le plus clair de son temps. En sa présence, elle jouait quelquefois la tristesse, faisait des caprices, des crises de larmes. Cela ne faisait que rendre Bonaparte de plus en plus amoureux. En mars 1796, il l'épousa. 2 jours après les noces, Napoléon partit en campagne contre les Autrichiens dans le nord de l'Italie. « Tu es l'objet perpétuel de ma pensée », écrivit-il de l'étranger à sa femme. « Mon imagination s'épuise à chercher ce que tu fais. » Il était distrait, ses officiels remarquèrent. Il coupait court aux réunions, passait des heures à écrire des lettres et contemplait sans cesse un portrait miniature de Joséphine qu'il portait au cou. La raison en était l'insupportable distance qu'il y avait entre eux et la légère froideur qu'il discernait à présent chez elle. Elle écrivait peu, des lettres sans passion. Et puis, elle ne venait pas le rejoindre en Italie. Il avait hâte d'en finir avec cette campagne pour retourner à ses côtés. Il se mit à commettre des fautes et à pousser l'ennemi avec une fougue imprudente. « Ah, n'aimer que Joséphine », lui écrivait-il. « Ne vivre que pour ma femme, ne jouir que du bonheur de mon ami. » Ses lettres se faisaient de plus en plus passionnées, érotiques même. L'écriture était presque indéchiffrable, révèle une amie de Joséphine. L'orthographe incertaine, le style bizarre et confus. Qu'est-ce que cela doit être pour une femme que d'être la force qui anime la marche triomphale de toute une armée? Les mois passèrent. Bonaparte suppliait Joséphine de venir le rejoindre, mais elle trouvait sans cesse des excuses. Elle accepta enfin,
et quitta Paris pour Brescia, où se trouvait le quartier général. Une armée ennemie lui barrait la route, elle fut contrainte de faire un détour par Milan. Bonaparte n'était d'ailleurs pas à Brescia, mais sur un champ de bataille éloigné. Quand il revint pour ne pas la trouver, il mit son absence sur le compte de l'ennemi, le général Wurmser, et jura de se venger. Pendant les mois qui suivirent, Bonaparte traqua avec la même énergie Wurmser et Joséphine. Sa femme ne se trouvait jamais là où elle était censée être. « J'arrive à Milan, je me précipite dans ton appartement, j'ai tout quitté pour te voir, te presser dans mes bras, tu n'y étais pas. » Bonaparte piquait des colères et des crises de jalousie. Mais quand enfin il la rattrapait, la moindre de ses faveurs lui embrasait le cœur. Il faisait de longues promenades avec elle en calèche, rideaux tirés, pendant que ses généraux fulminaient. Les rendez-vous étaient annulés, les ordres et les stratégies improvisées. « Toi qui seul pouvais régner dans mon cœur, lui écrira-t-il plus tard, toi qui sais trop, sans doute, l'empire absolu que tu as sur moi. » Et pourtant, ils passèrent bien peu de temps ensemble. Pendant cette campagne qui dura près d'1 an, Bonaparte n'eut que 15 nuits dans son lit la femme qu'il venait d'épouser. On rapporta à Bonaparte que Joséphine avait eu un amant pendant qu'il était en Italie. Ses sentiments en furent affectés et il prit lui-même une interminable série de maîtresses. Joséphine ne se fit pas pour autant grand souci pour l'ascendant qu'elle avait sur son mari. Il lui suffisait de quelques larmes, de quelques scènes et d'un peu de froideur, et il demeurait son esclave. En 1804, il la fit couronner impératrice et elle lui donna un enfant. Elle resta jusqu'à la fin sur le trône. Le dernier mot que prononça Napoléon sur son lit de mort fut « Joséphine ». Pendant la Révolution française, Joséphine n'avait échappé à la guillotine que de justesse. Cet épisode lui avait ôté toutes ses illusions, ne lui laissant que 2 objectifs en tête, s'adonner à une vie de plaisir et trouver l'homme qui pouvait le mieux la lui assurer. Elle jeta très vite son dévolu sur Bonaparte. Il était jeune, avec devant lui un avenir prometteur. Joséphine avait compris que sous un calme apparent, il cachait une grande émotivité et une agressivité puissante, mais ses traits de caractère étaient loin d'intimider la Martiniquaise. Il ne faisait que mieux révéler la faille de Bonaparte, son manque de confiance en soi. La servir allait être un jeu d'enfant. Au début, Joséphine se plia aux humeurs du jeune général. Elle le charma par sa féminité gracieuse, lui apprit à s'habiller et à se tenir. Il la voulait. Puis, dès lors qu'elle eut suscité son désir, elle garda le pouvoir. Elle différa son assouvissement, se déroba à lui, le laissa frustré. En réalité, la torture de cette traque incessante donnait à Bonaparte un plaisir masochiste. Il rêvait de mater cet esprit indocile, tel un ennemi sur le champ de bataille. Les gens sont foncièrement pervers. Une conquête aisée a moins de valeur à leurs yeux qu'une autre plus difficile. C'est ce que l'on se voit refuser qui excite, ce que l'on ne parvient pas à posséder totalement. Le plus grand pouvoir de séduction que vous puissiez avoir est votre capacité à vous esquiver, à vous faire pourchasser par celui qui vous cherche, à différer votre capitulation. La plupart se trompent en rendant trop tôt les armes par peur du désintérêt de l'autre. Ils croient renforcer le pouvoir qu'ils ont sur lui en lui accordant ce qu'il demande, mais c'est le contraire qui est vrai. Une fois l'autre satisfait, vous perdez l'initiative et celui-ci peut vous laisser au moindre caprice. Attention, la vanité joue un rôle critique en amour. Faites craindre à votre victime que vous ne lui échappiez, qu'au fond vous ne vous intéressez guère à elle, et vous réveillerez son manque de confiance en soi. Elle aura peur, maintenant que vous la connaissez, de moins exciter votre désir. Ce genre de doute fait des ravages. Après quoi, une fois ses craintes éveillées, vous ranimerez ses espérances en lui faisant sentir que vous la désirez de nouveau. Soufflez alternativement le chaud et le froid. Pareille coquetterie offre des plaisirs pervers, pousse le désir à son paroxysme et fait de vous le maître du jeu. Ne vous laissez jamais décourager par la colère de votre proie.
C'est le signe infaillible de sa servitude. Celle qui veut longtemps garder le pouvoir doit maltraiter son amant. Ovide. La coquette froide. En 1952, alors que l'écrivain Truman Capote avait conquis les cercles littéraires et mondains de New York, celui-ci se mit à recevoir quasi quotidiennement des courriers enthousiastes d'un jeune homme du nom d'Andy Warhol. Ce dernier travaillait comme illustrateur, notamment pour des chausseurs et des revues de mode. Warhol envoya quelques exemples de son travail à Capote, d'élégants dessins stylisés, espérant que l'écrivain les ferait figurer dans l'un de ses livres. Pas de réponse. Un jour, Truman Capote trouva, en rentrant chez lui, Andy Warhol en pleine conversation avec sa mère, qui habitait dans son appartement. Et Warhol de téléphoner tous les jours, ou presque. Finalement, Capote en eut assez et le mit en demeure de le laisser tranquille. Il faisait penser à quelqu'un qui n'arriverait jamais à rien dans la vie, un raté congénital, affirmera plus tard l'écrivain. 10 ans plus tard avait lieu le premier vernissage d'Andy Warhol à la Stable Gallery de Manhattan, où il exposait des sérigraphies inspirées des boîtes de soupe Campbell et de la bouteille de Coca-Cola. Lors de la réception qui suivit, Warhol resta dans son coin, pétrifié et pratiquement muet. Quel contraste avec la génération précédente d'artistes, les expressionnistes abstraits, des dragueurs et buveurs impénitents qui fanfaronnaient et faisaient de la provocation, des forts en gueule qui avaient dominé le milieu artistique pendant les 15 ans qui avaient précédé. Et quel contraste aussi avec le Warhol qui avait harcelé non seulement Truman Capote, mais tant de marchands d'art et de mécènes. Les critiques étaient à la fois surpris et intrigués par l'impersonnalité du travail de Warhol. Ils n'arrivaient pas à comprendre les sentiments de l'artiste vis-à-vis des motifs qu'il choisissait. Comment se situait-il par rapport à ses œuvres? Quel message essayait-il de faire passer? À ces questions, il se contentait de répondre « Je fais ça seulement parce que ça me plaît » ou « J'aime la soupe ». Les critiques se lancèrent dans des interprétations échevelées. L'art, selon Warhol, est forcément un parasite des mythes de son temps, écrivit l'un. La décision de ne rien décider est un paradoxe équivalent à une idée qui n'exprimerait rien, tout en lui conférant une certaine dimension, écrivit un autre. L'exposition eut un succès énorme, plaçant Warhol à l'avant-garde d'un nouveau courant artistique, le pop art. En 1963, Warhol loua un immense loft à Manhattan et le baptisa The Factory, c'est-à-dire la fabrique. Ce lieu devint le rendez-vous d'une foule de monde, acteurs, artistes maudits, simples curieux. Warhol y déambulait, surtout la nuit, ou restait debout dans un coin. Les gens s'attroupaient autour de lui, tentaient à tout prix d'attirer son attention, le mitraillaient de questions auxquelles il répondait à sa façon évasive. Il ne permettait à personne de l'approcher, ni physiquement ni mentalement. Mais ceux devant qui il était passé sans leur décocher son habituel « Salut !» sombraient dans la dépression. S'il ne les avait pas remarqués, cela voulait peut-être dire qu'ils étaient finis. De plus en plus intéressé par le cinéma, Warhol attribuait à ses amis des rôles dans ses films, ce qui les propulsait du jour au lendemain dans la notoriété pour connaître, selon les termes de Warhol, leurs 15 minutes de gloire. On s'arrachait ces rôles. Plusieurs des femmes qu'il lança devinrent ainsi des stars. Eddie Sedgwick, Viva, Nico. Le simple fait d'appartenir à son cercle conférait une sorte de célébrité par association. La Factory devint le lieu à la mode par excellence. Aux soirées qui y étaient données, des vedettes telles que Judy Garland et Tennessee Williams côtoyaient les Sedgwick, Viva, et autres inconnus plus ou moins bohèmes que Warhol avait pris en affection. Certaines personnalités lui envoyaient leur limousine pour le convier à leur propre réception. Sa seule présence faisait de l'occasion un événement, même s'il ne disait pas 3 mots, ne fréquentait personne et partait de bonne heure. En 1967,
Plusieurs universités demandèrent à Warhol de donner des cours. Il détestait parler, surtout de son art. Moins une chose a à dire, estimait-il, plus elle est parfaite. Mais comme la rémunération qu'on lui offrait était confortable, Warhol avait du mal à refuser. Il trouva une solution toute simple. Il demanda à l'acteur Allen Midget de lui servir de sosie. Midget, un métis cherokee à la peau très mate et aux cheveux d'un noir de jais, ne lui ressemblait pas le moins du monde. Warhol et ses amis le poudrèrent soigneusement, lui firent une extravagante coiffure à l'aide d'une bombe argentée, lui mirent des lunettes noires et l'habillèrent à la Warhol. Comme Midget ne connaissait rien à l'art, il répondit aux questions des étudiants de façon brève et énigmatique, comme Warhol lui-même. Personne ne découvrit la supercherie. Warhol avait beau défrayer la chronique, nul ne le connaissait vraiment. Et comme il portait souvent des lunettes noires, son visage n'était familier à personne. Les étudiants étaient assis suffisamment loin pour que la présence de l'artiste produise tout de même son effet. Aucun ne s'approcha d'assez près pour démasquer l'acteur, qui demeura insaisissable. Depuis son plus jeune âge, Andy Warhol était la proie de sentiments contradictoires. D'un naturel réservé et apathique, il voulait désespérément devenir célèbre. « Je me suis toujours senti déchiré », avoua-t-il plus tard, « car je suis timide et pourtant j'aime prendre beaucoup de place. Ma maman me disait toujours « Ne te fais pas remarquer bêtement, mais débrouille-toi pour que tout le monde sache que tu es là. » Warhol commença par tenter de s'imposer et s'acharna à plaire par tous les moyens. Ce fut un échec. Il perdit ainsi 10 ans avant de renoncer et de se laisser aller à sa passivité naturelle. C'est alors qu'il découvrit le pouvoir secret de la retraite au désert. Warhol commença par appliquer ce comportement dans son travail artistique, qui amorça un changement spectaculaire au début des années 1960. Ses nouvelles œuvres représentaient des boîtes de conserve, des timbres-poste et autres motifs familiers qui n'ont pas l'inconvénient d'imposer un sens importun. On peut même dire que ce sens était parfaitement insaisissable, ce qui les rendait d'autant plus fascinants. Ces œuvres attiraient par leur immédiateté, leur puissance visuelle, leur froideur. Ayant ainsi transformé son œuvre, Warhol transforma sa personne. À l'instar de sa peinture, il se retrancha derrière le premier degré. Il s'appliqua à la retenue et au silence. Le monde est peuplé de gens qui vous assiègent, qui s'imposent avec agressivité. Ils remportent peut-être des succès passagers, mais, à la longue, on finit par n'avoir qu'une envie, les démasquer. Ils ne laissent autour d'eux aucun espace libre, or cet espace est indispensable à la séduction. La coquette froide, elle, ménage cet espace en demeurant insaisissable, afin d'inciter l'autre à tenter sans cesse de la saisir. Sa froideur crée l'illusion d'une confiance en soi qu'il est agréable de côtoyer, même si au fond elle n'existe pas. Son silence donne envie de parler. Sa superbe, cet air de n'avoir besoin de personne, pousse l'autre à la courtiser en échange du moindre signe de faveur et d'estime. Ce type de coquette est à devenir fou. Jamais elle ne s'engage, jamais elle ne refuse ni n'autorise non plus une véritable intimité. Résultat, on lui revient sans cesse, comme si cette froideur même était une drogue. Rappelez-vous, la séduction est une technique d'attraction, destinée à donner envie à l'autre de vous capturer et de vous posséder. Ayez un air distant, et l'on fera n'importe quoi pour obtenir vos faveurs. Les hommes, comme la nature, ont horreur du vide. Le silence et le détachement les incitent à vouloir remplir ce vide de mots et de chaleur. Comme Andy Warhol, retirez-vous au désert et laissez-les se battre pour vous approcher. De telles femmes, narcissiques, exercent le plus grand charme sur les hommes. Le charme de l'enfant repose en bonne partie sur son narcissisme, le fait qu'il se suffit à lui-même, son inaccessibilité. De même le charme de certains animaux qui semblent ne pas se soucier de nous, comme les chats. C'est comme si nous les envions pour l'état psychique bienheureux qu'ils maintiennent,
pour une position de libido inattaquable que nous avons nous-mêmes abandonnée par la suite. Sigmund Freud. Les clés du profil. La réputation des coquettes est un peu trop simple. Allumeuses par excellence, elles seraient expertes à susciter le désir par leur tenue provocante et leur comportement aguicheur. Mais leur véritable talent est d'instaurer un esclavage affectif qui dure bien après les premières flèches du désir. S'il fallait classer les séducteurs par ordre d'efficacité, c'est cette capacité qui leur vaudrait premier rang. Leur succès surprend quelque peu, car ce sont des personnes foncièrement froides et distantes. Mieux on les connaît, plus on se rend compte qu'elles ont le cœur dur, et un égoïsme à toute épreuve. Logiquement, dès lors qu'on les perce à jour, on devrait identifier leur manipulation et perdre tout intérêt sentimental. Or, paradoxalement, c'est souvent le contraire qui se produit. Napoléon, qui n'était pas sot, se fit mener par le bout du nez par Joséphine pendant des années. Cet empereur et ce conquérant, ce sceptique, ce cynique, se révéla incapable de briser ses propres chaînes. Pour saisir la spécificité du pouvoir de la coquette, il faut bien comprendre une donnée essentielle de l'amour et du désir. Si je te suis, tu me fuis. Si je te fuis, tu me suis. Certes, un excès d'assiduité peut être flatteur un moment, mais un constant état de siège devient vite insupportable. Et celui ou celle qui en fait l'objet finit par prendre peur ou souffrir de claustrophobie. C'est une preuve de faiblesse et d'indigence affective, mélange peu séduisant s'il en est. Combien de fois ne commettons-nous pas l'erreur de croire qu'une présence persistante rassure? La coquette, elle, comprend d'instinct cette dynamique particulière. Championne dans l'art de l'esquive, elle joue brusquement la froideur. Elle s'absente inopinément pour déstabiliser sa victime. Elle surprend. Elle intrigue. Ses retraites la rendent mystérieuse et suscitent toutes les interprétations, à l'inverse de la familiarité qui mine ce que l'on a construit. Prendre un peu de distance approfondit les sentiments. Au lieu de nous mettre en fureur, l'attitude de la coquette nous plonge dans le doute. M'aime-t-il? M'aime-t-elle vraiment? Ou ai-je cessé de l'intéresser? Et une fois notre vanité en jeu, nous succombons à la coquette juste pour prouver que nous sommes encore désirables. N'oublions pas que l'essence de la coquetterie consiste non pas dans l'art de la tentation, mais dans l'étape suivante, le retrait affectif. Là est le secret si l'on veut asservir sa proie, ligotée par son désir. Pour incarner avec profit le personnage de la coquette, il vous faut comprendre un autre de ses traits de caractère, son narcissisme. Pour Sigmund Freud, la femme narcissique, c'est-à-dire, grosso modo, la femme accordant une importance exagérée à son apparence physique, est celle qui a le plus d'effet sur les hommes. Pendant l'enfance, explique le psychanalyste, nous traversons tous une phase narcissique particulièrement agréable. L'enfant, autonome et préoccupé uniquement de lui-même, n'a pas grand besoin affectif des autres. Plus tard, nous nous ouvrons à la vie sociale et apprenons à accorder de l'importance à nos congénères, non sans garder la nostalgie secrète de ce premier âge d'or. La femme narcissique rappelle à l'homme cette période de sa vie et éveille son envie. Il espère retrouver à son contact l'intérêt prépondérant pour lui-même qu'il avait jadis. L'autonomie de la coquette est aussi pour l'homme un défi. Il ambitionne de la rendre dépendante de lui, de faire éclater sa bulle. Malheureusement pour lui, il a de grandes chances de se faire lui-même asservir. Il lui prodiguera des attentions sans faille pour conquérir son amour, mais en vain. Car la femme narcissique n'est pas en manque affectif. Elle n'a besoin de personne. Et cela est étonnamment séduisant. Dans le domaine de la séduction, la confiance en soi, que l'autre perçoit de façon subtile et inconsciente, est vitale. Un manque de sûreté en soi éloigne. L'assurance et l'autonomie attirent. Moins vous semblerez avoir besoin des autres, plus ils rechercheront votre compagnie. Une fois que vous aurez assimilé l'importance de ce point dans toute relation amoureuse, vous n'aurez aucun mal à faire taire votre insécurité affective.
Mais ne confondez pas narcissisme et nombrilisme. Parler sans arrêt de soi-même tue la séduction. Cela prouve non pas que l'on est autonome, mais que l'on est peu sûr de soi. La coquette est traditionnellement un archétype féminin, et sa stratégie est demeurée pendant des siècles une des rares armes dont disposaient les femmes pour asservir l'homme en jouant sur son désir. Une des astuces de la coquette est de se refuser. Les exemples ne manquent pas dans l'histoire. Ninon de l'Enclos, la grande courtisane du XVIIe siècle, était désirée par tous les grands hommes de France, mais elle n'établit véritablement son pouvoir que lorsqu'elle cessa de considérer l'union physique comme faisant partie de ses devoirs, ce qui désespérait ses admirateurs. Pour les désespérer encore plus, elle prenait un favori provisoire auquel elle se donnait pendant quelques mois, avant de le renvoyer dans le troupeau des amoureux frustrés. Quant à la reine d'Angleterre Élisabeth Ier, elle porta la coquetterie à un degré extrême en allumant le désir de ses galants sans jamais coucher avec aucun. La coquetterie, restée longtemps l'apanage des femmes, fut peu à peu adoptée par les hommes, notamment les grands séducteurs du XVIIe et XVIIIe siècle, jaloux de leur pouvoir. Ainsi, le duc de Lauzun, maître dans l'art d'exciter les femmes, puis de prendre brusquement ses distances. Elles étaient toutes folles de lui. Aujourd'hui, la coquetterie n'a plus de sexe. Notre époque vilipende la lutte ouverte. La provocation, la froideur et la retraite sélective constituent une forme indirecte de domination qui maquille superbement la violence. La coquette doit avant tout être capable d'exciter la cible qu'elle vise. Érotisme, célébrité, argent, tous les moyens sont bons. Dans le même temps, la coquette émet des signaux ambigus, suscitant chez la victime des réactions contradictoires et la plongeant dans la confusion. La coquette type est à cet égard Marianne, héroïne du roman éponyme de Marivaux, écrit au XVIIIe siècle. Pour aller à la messe, elle s'habille avec goût, mais néglige sa chevelure. En pleine cérémonie, elle semble s'apercevoir de sa distraction et se met à se coiffer, dévoilant ses bras nus, un comportement scandaleux pour l'époque. Évidemment, tous les hommes la dévorent des yeux. L'effet obtenu était autrement plus puissant que si la scène s'était déroulée en plein air, ou si Marianne s'était habillée comme une gueuse. Rappelez-vous que la coquette ne doit surtout pas révéler trop ostensiblement ses intentions. Mieux vaut se montrer ambigu, voire incohérent, en laissant inassouvis les désirs que l'on suscite. Le grand maître spirituel Jiddu Krishnamurti pratiquait la coquetterie sans le savoir. Vénéré par les théosophes comme maître universel, Krishnamurti était aussi un élégant, et de surcroît d'une beauté diabolique. Mais il pratiquait le célibat et avait horreur qu'on le touche. En 1929, il choqua les théosophes du monde entier en proclamant qu'il n'était ni Dieu, ni gourou, et qu'il ne voulait pas de disciples. Cela ne fit que renforcer son attrait. D'innombrables femmes tombèrent amoureuses de lui, et ses conseillers firent preuve d'un dévouement accru à son égard. Physiquement et psychologiquement, Krishnamurti émettait des signaux contradictoires. Il enseignait l'amour et la tolérance, mais dans sa vie privée, il décourageait les contacts. À eux seuls, son charme et sa tenue irréprochable auraient attiré l'attention, mais certainement pas éveillé la passion éperdue d'autant de femmes. Son célibat et ses vertus spirituelles lui auraient valu des disciples, mais pas d'amour charnel. Or, sa personnalité paradoxale attirait tout en repoussant. Une dynamique de coquetterie qui suscitait un attachement à la fois affectif et physique, lui qui en professait le mépris. Son retrait du monde eut pour effet de décupler la dévotion qu'avaient pour lui ses adeptes. La stratégie de la coquette, extrêmement efficace, consiste à déstabiliser sa victime, puis à la maintenir dans cet état. Quelqu'un qui a fait l'expérience du plaisir se languit de recommencer. Ainsi, la coquette ne donne-t-elle que pour reprendre. Cette alternance de chaud et de froid, la règle générale, connaît plusieurs variantes. Au XVIIIe siècle, la coquette chinoise Yang Kuei-fei fit son esclave de l'empereur Ming Wang grâce à une alternance de bienveillance et d'aigreur.
Elle le charmait durant quelques jours avec 1000 attentions, puis se mettait brusquement en colère et lui reprochait vivement ses moindres erreurs. L'empereur, incapable de vivre sans le plaisir qu'elle lui procurait, mettait toute la cour sans dessus-dessous pour lui complaire. Les larmes de Kwei Fei avaient le même effet. Le monarque se demandait ce qu'il avait pu faire pour la contrister à ce point. À force de s'obstiner à la contenter, il ruina le royaume. Les outils de la coquette sont les larmes, la colère et la culpabilisation. Les querelles d'amoureux reproduisent la même dynamique. Après une scène de ménage, la joie de la réconciliation ne fait que renforcer l'amour. La tristesse a aussi ses charmes, surtout si elle semble profonde, voire métaphysique, mais surtout sans jérémiade ni vain caprice. La coquette n'est jamais jalouse. Cela nuirait à ses dehors ostensiblement autarciques. En revanche, elle suscite la jalousie à tout moment. En prêtant attention à un tiers, en créant une triangulation du désir, la coquette fait comprendre à sa proie qu'après tout, celle-ci ne monopolise pas son intérêt. Cette stratégie du triangle est un formidable outil de séduction dans un contexte mondain aussi bien qu'érotique. Freud, qui se passionnait pour le narcissisme des femmes, était lui-même narcissique. Son arrogance rendait fou ses disciples qui lui trouvèrent un nom, le complexe de Dieu. Le fondateur de la psychanalyse, en se comportant comme une sorte de messie, trop hautain pour exprimer les émotions du vulgaire, maintenait une distance entre ses étudiants et lui. Ainsi, il les invitait rarement à dîner et ne levait jamais le voile sur sa vie privée. De temps en temps, il choisissait cependant un acolyte qui devenait son confident. Carl Jung, Otto Rank, Lou Andreas Salomé. Ses disciples se disputaient furieusement cet insigne honneur, jalousie qui ne faisait qu'accroître son pouvoir sur eux. Les gens manquent naturellement de confiance en eux, surtout en groupe. En gardant ses distances, la coquette déclenche une émulation entre tous ceux qui se disputent ses faveurs. À en juger par le talent de Sigmund Freud pour se servir de tiers afin de susciter la jalousie, le fondateur de la psychanalyse fut d'une coquetterie grandiose. Toutes les machinations de la coquetterie sont désormais pratiquées par les dirigeants politiques pour conquérir l'opinion publique. Ils excitent les masses, tout en gardant un détachement intérieur qui leur laisse la maîtrise de la situation. Le politologue Roberto Michels évoque à leur sujet le profil de la coquette froide. Napoléon ne s'est pas privé de jouer de coquetterie avec les Français. Après le triomphe de sa campagne d'Italie, qui avait fait de lui un héros adulé, il quitta la France pour partir à la conquête de l'Égypte, sachant qu'en son absence, le gouvernement allait imploser, le peuple attendre son retour avec impatience, et l'amour des citoyens lui servir de socle pour accroître son pouvoir. De même, Mao disparaissait pendant des jours après avoir mis les masses en transe à l'aide d'un discours retentissant, devenant ainsi l'objet d'un culte de la personnalité. Enfin, summum de la coquetterie, le président yougoslave Joseph Tito faisait alterner distance glaciale et identification passionnée avec son peuple. Tous ces grands chefs d'État étaient d'un narcissisme avéré. C'est en période de crise, quand les gens ont peur, que l'effet de la coquetterie est le plus puissant en politique. Soulignons-le, la coquetterie est extrêmement efficace sur un groupe où elle suscite pêle-mêle jalousie, amour et intense dévotion. Si vous décidez de jouer ce rôle, n'oubliez pas de garder physiquement et affectivement vos distances. Cela vous permettra de crier ou de rire à loisir et de montrer que vous n'avez besoin de personne, et ce, avec un détachement si total que vous jouerez avec l'inconscient collectif, comme sur un piano. Le symbole de la coquette est l'ombre. Elle est insaisissable. Poursuivez-la et elle s'enfuit. Tournez-lui le dos et elle vous suit. L'ombre est aussi la face cachée d'une personne, son air de mystère. Une fois qu'elle nous a accordé le plaisir, leur retraite nous fait languir après leur retour, comme le ciel gris fait désirer l'embellie. Les dangers.
Les coquettes jouent avec un jeu indéniablement dangereux. Elles jouent avec des émotions versatiles. À chaque balancement du pendule, l'amour se mue en haine. Cela nécessite une orchestration délicate. L'absence de la coquette ne doit pas trop durer. Ces crises de nerfs doivent être suivies de doux sourires. Les coquettes peuvent garder longtemps leur victime en esclavage, mais au fil des mois et des années, leur manège risque de se révéler lassant. Yang Tsing, plus tard surnommée Madame Mao, déploya toutes les facettes de sa coquetterie pour conquérir le cœur de Mao Tse-tung. Mais 10 ans de disputes, de larmes et de froideur causèrent une irritation croissante. Et lorsque l'exaspération l'emporta sur l'amour, Mao parvint enfin à se détacher d'elle. Joséphine a été une coquette plus habile encore, assez adaptable pour passer une année entière sans faire la sainte nitouche, ni se refuser à l'empereur. Tout est question d'à propos. Toutefois, comme la coquette sait susciter des émotions puissantes, la rupture est souvent provisoire. Car la coquette est une drogue dont il est difficile de se passer. Après l'échec historique du grand bond en avant, Madame Mao put recouvrer tout son ascendant sur son mari déconfit. La coquette froide peut susciter des haines tenaces. Toute jeune, Valérie Solanas était tombée sous le charme d'Andy Warhol. Comme elle avait écrit une pièce de théâtre qui avait eu l'heure d'amuser le grand homme, la jeune femme en avait tiré la conclusion qu'il en ferait peut-être un film. Elle se voyait déjà célèbre. Mais elle se lança aussi dans le mouvement féministe, et quand, en juin 1968, elle s'aperçut que Warhol jouait avec elle, elle cristallisa sur lui sa fureur contre les hommes et lui logea dans le corps 3 balles qui faillirent le tuer. Les coquettes froides suscitent des sentiments plus intellectuels qu'érotiques, relevant davantage de la fascination que de la passion. A contrario, la haine qu'elles éveillent n'en est que plus dangereuse quand elle n'est pas contrebalancée par un amour profond. Les coquettes froides doivent prendre conscience des limites de leur stratégie et de l'effet redoutable que celle-ci peut avoir sur des personnalités fragiles.